Binjojo. Oh la vache, c'est quoi ce délire? Marie et les œufs en neige, épisode 4. Freeze Spirit. Oh non, Marie, t'es partie et tu lui as pas dit au revoir? Non, j'osais pas, j'ai enfilé mon pauvre jean dans la cuisine sans faire de bruit. En même temps, je me dis que ça peut faire genre, je suis pas needy. C'est pas une question d'être needy, on a le droit de se dire au revoir et surtout quand c'était génial avant. Mais ouais, je sais pas, j'ai paniqué, Tout d'un coup, je me disais, non mais là, faut que je rentre faire ma brioche pour le goûter. Et ouais, mais surtout, j'avais peur de plus avoir de batterie pour mon appel avec la biologie, là, pour mes œufs. Je sais pas, ça me stressait. Ouais, bah t'as eu peur, quoi. Tu crois pas que peut-être, genre, j'avais oublié que j'avais un truc à faire? Je sais pas, ça dépend, tu lui as écrit un message? J'ai laissé un pauvre mot dans la cuisine avec une vieille blague sur la veille. Le classique. Putain, j'ai tout gâché. Mais non. Attends, t'as pas tout gâché. Juste, tu racontes mal. Raconte-moi depuis le début, depuis le bar, s'il te plaît. J'arrive, j'étais dans tous mes états. Marie? Ah coucou, ça va? Ça va et toi? Oui. Ah ok, donc je pensais plutôt aller au bar d'à côté, mais si tu préfères aller là, on y va. Ah non, en fait je croyais que c'est parce que je pensais que toi, c'était l'adresse et que j'étais... j'ai peur d'avoir eu l'air un peu con, mais bon, ça a pas eu l'air de le déranger. Mais ok, tout va bien, okay. Très bien. Après toi. Tout était génial, parfait, mais pas trop, tu vois. Et voilà, les amoureux. Merci. Ah, pas encore? Je m'avance peut-être? Peut-être. Et on est rentré chez lui. Et là aussi, tout était pile le bon niveau de parfait. Ah oui, donc ça, c'est ma tête avec des lunettes. Ouais. Non mais ça change, mais j'aime bien. Hein. Ouais. Je peux te prendre du dentifrice, je vais me laver les dents avec mon doigt. Oh non, t'embête pas, prends celle-là. C'est une vieille à moi. Ah, ok. Ah ouais. Mais c'est bon, c'est doux. Je me dis, au moins, c'est bon pour les gencives, quoi. Et puis, je sais pas, j'ai paniqué, quoi. Je me déteste. Tu crois que j'envoie un message maintenant? Bah, maintenant, ce que tu peux faire, c'est... Ça a coupé. Pourquoi? Parce que je suis une grosse maligne qui a utilisé le peu de batterie qui lui restait pour appeler sa pote, plutôt que la biologie du CHU. J'ai gardé ce qui me restait de calme. Je me suis posée dans le premier PMU ouvert et j'ai branché mon téléphone. Il était 8h30, il me restait 30 minutes pour charger. Au comptoir, un homme seul au vin blanc. À ma gauche, un couple de touristes, déçus de leur croissant. C'est là que je ferai ma visio avec la biologie. Rappelons que j'étais en walk of shame, dormi 2 heures, pas lavé et teint blafard. Ça n'a pas choqué la dame avec qui j'ai parlé. Elle m'a plus ou moins redit des trucs que je savais déjà. En gros, faut pas croire qu'on va récolter un plein panier de frais. On risque d'en perdre à chaque étape de la procédure, à la ponction, à la congélation et à la décongélation. J'ai redemandé si l'anesthésie générale c'était obligé. Elle m'a redit que oui. Honnêtement, ça aurait pu me déprimer, mais j'étais tellement dans ma panique d'avoir fait n'importe quoi avec Marcel que ça glissait sur moi. Et puis je me suis rassemblée, sur ma banquette avec un peu des trous dedans, et j'ai demandé des détails sur « ça veut dire quoi, la ponction sera en octobre ?» Parce qu'on est en mai là, c'est pas tout de suite. Bah c'est pas simple. Il y a tout un protocole. Je dois appeler au premier jour de mes règles de septembre. Et en fonction de ça, on calcule à partir de quand je commence à prendre le Provames, qui est censé préparer le terrain, elle m'a dit. C'est de l'œstrogène en gros. Et on programmera en même temps un premier rendez-vous d'échographie. Suite à cette échographie, vous sera donné en fait le début de la stimulation, donc des piqûres qui, elles, durent à peu près 10 jours. Et donc moi j'appelle, je résume. Moi j'appelle au premier jour de mes règles de septembre, et là vous m'envoyez une ordonnance pour... On vous enverra toutes les ordonnances de traitement pour que vous soyez sûr de tout avoir à temps. On vous précisera les dates de début de Provames et la première échographie. La suite, on ne peut pas le programmer. Oui, parce que ça dépend du cycle. Ça dépendra des résultats de l'échographie. Ok, de l'échographie, d'accord. Et l'échographie, c'est le 25e jour des règles. Non, c'est après 7 à 8 jours de Provames. Intense, pour une gueule de bois. Coucou, Marcel. Trop désolée. Je réalise avec horreur que je suis partie sans te remercier. Et puis dans le métro, après tout ça, Marcel,
Tu vas pas me croire. Alors que j'étais en train d'essayer en vain de rédiger un message cool et sexy à Marcel pour me sortir de cette impasse, j'ai eu un flash. Dans le wagon, il y avait une classe entière de CE2, je dirais, en sortie scolaire. Ils criaient très fort. Ça sentait les chipsters. J'avais mal au crâne et des envies de meurtre. Et ça m'est revenu. On était dans un centre commercial. Mon frère 5 ans, ma mère et moi 6 ans. On déjeunait dans un resto qu'on trouve que dans des gros centres comme ça. Un truc genre l'artisan vaché. Je sais plus le nom, mais je crois que le mec du logo était un enfant cuistot. Il y avait de la moquette par terre. J'adorais ce truc. Alors que j'aime pas la viande. Mais bon, bref, on déjeunait là. Et 2 dames, la cinquantaine, assez maquillées, s'étaient plaintes du fait qu'on faisait trop de bruit. Mais assez vénère quand même. Et ma mère avait dit, c'est des dames qui n'aiment pas les enfants. Un peu trop fort pour qu'elles entendent. Dans ma tête, elles étaient des sorcières sans enfants. Madame Mime et Cruella qui se seraient fait une sortie à Vélizy 2, avec beaucoup de maquillage. Et bah là, dans le métro, c'était moi ces dames. Sans le bleu sur les paupières. Ma mère, elle avait juste dit ça comme ça. Elle s'en fiche de qui a des enfants ou pas. Mais quand même, c'était là. Et je sais que je porte ce truc en moi, cette image des sorcières. Et que quelque part, je suis incapable de me poser vraiment la question de si je veux des enfants, par peur de découvrir que j'en veux pas. Alors j'ai voulu questionner cette peur intégrée que j'ai, d'être une vieille fille sans enfants. Je me suis dit qu'il fallait en parler avec quelqu'un qui s'y connaissait, et j'ai obtenu un rendez-vous avec Michèle Perrault, la star des historiennes du féminisme, qui a bien voulu me recevoir chez elle pour qu'on discute d'injonction à la maternité. Quand je suis arrivée dans son salon sur la table basse, il y avait 2 verres et 2 canettes de Perrier citron vert ainsi que quelques carrés de chocolat dans une petite assiette. Ça m'a touchée en plein cœur. Je saurais pas dire pourquoi. Je me suis sentie bien. Et très vite, on est entré dans le cœur du sujet. L'enfant a été longtemps subi, puis il a été choisi, étant donné que les femmes se sont appropriées la contraception et ont conquis le droit à l'interruption volontaire de grossesse, ce qui est, comme disait Françoise Héritier, une révolution copernicienne, c'est-à-dire véritablement un acte très très important qui change les rapports entre les sexes et qui change le rapport à l'enfant. Parce que cet enfant choisi devient un enfant désiré, refusé ou désiré. Il y a une espèce de liberté de choix par rapport à ça qui n'existait pas autrefois. Très vite, je lui ai dit que malgré cette liberté, justement, j'étais incapable de me poser la question de si j'en voulais ou pas. Que ça me semblait impossible de me débarrasser totalement d'un poids que j'identifie pas parfaitement. C'est vrai qu'il y a un poids depuis des millénaires sur le ventre des femmes. Françoise Héritier, grande anthropologue, masculin-féminin, la pensée de la différence, dit que la différence entre les sexes, ça vient du fait que les hommes de la préhistoire, on ne sait pas très bien, sont évidemment rendus compte, non pas du mécanisme, du physiologique, de la fécondation, etc. C'est des découvertes récentes. Ouais. L'ovulation, par exemple, c'est 18e siècle. Vous vous rendez compte ? Ouais. C'est absolument fou. Les femmes étaient un vase. On les voyait comme ça. Ouais. Un vase qui reçoit le sperme, la graine, comme disent les petits-enfants, etc. On leur demandait de porter ça, comme ça. Mais, ceci dit, ce vase était quand même indispensable. Donc, selon Françoise Héritier, les hommes ont voulu s'approprier, avoir ce ventre des femmes sans lesquelles ils ne pouvaient pas continuer. Voilà. Ça vient du fond des âges, et les sociétés se sont incrustées là-dedans, lovées là-dedans, s'y sont ajoutés le rôle des États, qui ont été la plupart du temps natalistes, parce que c'est le nombre modéré sans doute, mais important quand même, des citoyens. Oui, c'est qui de la fait force vive. l'État, Ouais. On voit bien maintenant les inquiétudes de l'Allemagne, qui voit sa natalité décroître, qui se dit on va être obligé de faire venir des étrangers, etc., etc. Voilà. Religion, politique, économie, tout concourt à avoir des enfants. Peut-être pas trop, Ouais. mais en avoir quand même. Donc,
Les représentations sociales et imaginaires, les images aussi, et ce qu'il y a dans la tête, tout ça c'est tellement important que les pauvres femmes se trouvent absolument submergées par tout ça. Ouais. La loi Veil, qui pour la première fois dépénalise l'avortement et qui donne le choix, c'était seulement en 75. Alors sûrement que les mentalités, les attitudes et même les discours n'ont pas eu parfaitement le temps d'évoluer. Parce que 50 ans versus des siècles et des siècles, bon. Donc peut-être que pour les générations futures, se poser la question sera plus simple. On a aussi évoqué le fait que la pensée queer pouvait faire avancer les choses, en redéfinissant le genre, en décloisonnant. Je pense aussi que la réflexion sur le genre, c'est-à-dire comment ça s'est construit, les devoirs, les rôles assumés, etc. Le genre est une pensée critique quand même. C'est une pensée qui déconstruit, qui essaie de comprendre comment tout ça s'est mis en place. Par conséquent, ça montre que c'est pas obligatoire. Il y a d'autres chemins possibles. Et étant donné que de toute façon, si on n'a pas d'enfant, on ne met pas l'humanité en péril. On ne détruit rien. Globalement, dans notre conversation au goût histoire et citron vert, j'ai trouvé de l'espoir. Pour la société, mais pour moi aussi, à l'échelle intime. Parce qu'on a parlé d'elle, de son parcours, du grand amour qu'elle avait eu, son mari, une chance, et de la maternité. Ça n'était pas son destin, elle ne s'était jamais trop projetée dedans, mais ça l'avait comblée de bonheur. Et de moi. On a parlé de moi, de mes doutes, de mes peurs. Il faut lutter, faut lutter contre l'idée d'échec, que c'est pas ça qui va faire la réussite de votre vie, c'est beaucoup d'autres choses, ce que vous faites, ce que, avec vos relations avec les autres, vos plaisirs, etc. Non, faut essayer de lutter contre ça. Ce que je fais oui, activement. Oui. Enfin, j'essaye quoi. On a même parlé de la conservation des ovocytes. Et on s'est quitté là-dessus. Vous le faites, et puis vous vivez. Oui. Et puis la vie sera ce qu'elle sera. Et puis vous aurez des chemins, et vous en prendrez un, vous en prendrez pas un autre. Et puis après, tant pis. Voilà. Oui, mais au moins j'aurais... Ça me rassure, cette histoire de chemin. Et plus largement de me dire qu'un jour on n'aura plus peur des sorcières. Que les pensées avancent. Que ça prend du temps, mais que ça avance. En sortant de là, j'étais d'humeur charmante. J'ai appelé Lucie, ma nouvelle amie. Elle sort tout le temps, elle est souvent en retard, et surprenante de sensibilité quand on la connaît. Alors, bonjour. Ça promet. Nous sommes actuellement à quelle heure ? Minuit 05. On a bu beaucoup de bière, mais je vais quand même parler sur mon ressenti de la chose. Elle a à peu près mon âge. Elle n'a pas encore d'enfant non plus. Sauf qu'elle, ce truc de temps qui presse, la fameuse horloge biologique, elle le ressent pas du tout. Donc en fait, j'en ai rien à foutre. Parce que moi, je crois un peu à cette espèce de destin que la vie nous propose et aux vagues, en fait, comme en surf, de prendre la vague ou pas. Donc soit on est d'accord avec cette espèce de vague, on la prend, ce qui nous amène vers avoir des enfants. Et sinon, on vit bien. Enfin, on a tous les bonheurs du monde de boire des coups, de voir la culture... créer, mais par d'autres biais, c'est-à-dire par l'art, la musique, le cinéma. Donc, je fais confiance un peu au destin. Je me dis que si le corps est encore prêt au moment où on en a envie, il le sera. On terminera là-dessus. C'est drôle parce que j'ai l'impression que je suis à 2 doigts d'être comme ça. Comme si j'étais la version angoisse-man de cette philosophie. Je voudrais vivre ma vie comme ça, avec les vagues et tout. Je voudrais faire confiance au destin. Seulement moi, je fais des crises d'angoisse à l'idée de jamais arriver à monter sur la vague. Enfin, j'ai quand même réussi à en prendre une de vague. J'ai suivi Lucie à une soirée, en me promettant de ne pas écrire à Marcel et de rester ouverte à l'inconnu. Et j'ai bien fait, car il a écrit lui. C'est trop... Oui, ça fait trop folle. Ok. Ça va, Marie, pas de virgule ? Tu fais quoi de petits points, pas de points d'interrogation ? J'ai choisi de pas répondre ce qui me venait spontanément, à savoir, bah écoute, ça va. J'étais en apnée parce que t'écrivais pas, mais là du coup je respire, c'est cool. J'ai décidé d'attendre un peu et de profiter de la fête et des gens autour de moi.
Bon, je me suis quand même vite retrouvée à foutre un tunnel à un couple d'hommes trop beaux sur le sujet de la parentalité. Enfin, ça leur parlait, hein, j'étais pas en boucle toute seule. D'ailleurs, on a même migré ensemble dans le bar le plus proche pour discuter. Ils avaient des tas de trucs à dire. Ils ressentaient eux aussi une sorte de pression de timing, entre autres. Mais tu vois, moi, juste sur la question du désir, / du droit à l'enfant, tu vois, le désir, il est là, tu vois, on peut l'interroger, moi je l'interroge en permanence, tu vois, de me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai, genre... Là, c'est Pablo qu'on entend. Il a des cheveux noirs bouclés trop beaux, et il est journaliste. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'être parent ? Pourquoi est-ce qu'ensemble, on a envie d'être parents ? Mais surtout, de quel droit on doit absolument aller au bout de ce désir ? Voilà, exactement. Moi, c'est plutôt ça la question. Est-ce que c'est un droit fondamental ? Le droit à être parent. En fait... Et lui, c'est Germain. Il est danseur, il est incroyablement lumineux, et il préfère le Perrier sans citron, visiblement. Notre désir de parentalité vient du fait qu'on veut reproduire le modèle familial. Tu vois, et se dire, bon, bah, nous aussi, en fait, on a envie d'avoir 3 enfants, écartés de 3 ans d'écart, etc. Leurs modèles familiaux sont ultra similaires. Couple de parents qui s'aiment après 30 ans d'union, 3 enfants des mêmes âges. Moi, je pense que ça fait partie du truc. Même si, et c'est là qu'il y a une résistance en fait qui se crée, bah, on est homosexuel. C'est-à-dire que, de fait, la société hétéronormée, par notre identité sexuelle, on la combat, tu vois, on est en résistance vis-à-vis d'elle. Et donc, ça induit en fait une friction, un conflit en fait intellectuel, qui est parfois difficile de résoudre. D'autant que se posent par-dessus tous les problèmes éthiques, notamment, qui sont afférents à la fois à l'adoption et à la fois à la GPA. Pour ce qui est de l'adoption, c'est compliqué. Ils se sont renseignés, ils ont vu des amis abandonnés après 2 ans de tentative, et au-delà de ça, pour eux, adopter un enfant qui a déjà un passé et mettre un enfant au monde, ben c'est pas la même chose. Tu es parent, mais pour moi, tu es pas parent de la même manière. Enfin, tu fais la démarche de dire je vais adopter un enfant avec son histoire, avec ce qu'il a, tu vois. Je vais pas le construire entre guillemets de toute pièce. Enfin, c'est un peu. Du coup, cette question-là, elle nous a amené à l'autre option qui nous semble viable, c'est-à-dire la GPA. Donc, à ce moment-là, quand tu en viens à ça, tu te poses la question, mais en fait, là, ce que je vais faire, ça va contourner des lois, ça va aller dans un autre pays, dépenser beaucoup d'argent, mettre en utilisation, entre guillemets, voire en péril le corps d'une femme, d'une tierce personne qui n'est pas quelqu'un que je connais, enfin tu vois. Et du coup, quand tu fais tout ça et que tu vois comment c'est compliqué, tu te dis, mais en fait, est-ce que c'est normal que j'ai le droit de faire tout ça, voilà. Ouais, parce que la GPA, en France, c'est pas légal. S'ils le faisaient, eux, ce serait aux États-Unis, dans les conditions les plus acceptables pour la femme qui portera l'enfant. Ils ont étudié le dossier. Là-bas, il y a des critères. Pour pouvoir être mère porteuse aux États-Unis, il faut déjà avoir eu des enfants. Ouais. Et avoir un revenu. Et ne pas être dépendant. Enfin, comment dire ? Et avoir un revenu assez important, tu ne peux pas le faire quand tu n'as pas d'argent. Pour essayer que ça ne soit pas uniquement des raisons pécuniaires qui te forcent, qui te poussent à avoir un enfant. C'est pour essayer d'encadrer. Après, le truc, c'est que tout ça, ça coûte excessivement cher. Et donc, ça pose un autre problème éthique, celui de la discrimination par l'argent. Et j'avoue que c'est horrible en fait d'imaginer qu'il faut dépenser 150 000 € pour pouvoir être parent. Oui. Ouais, les ordres de grandeur, c'est entre 150 et 200 000 €. Malgré tout ça, le désir, il est là. Il leur apparaît clairement. Je suis hyper, j'adore l'idée d'avoir un mini Pablo ou une mini Pablita, tu vois, d'avoir quelqu'un, je sais pas pourquoi. Moi, d'avoir un mini Germain ou une mini Germaine, je m'en fous, tu vois. Et voilà. Non, moi je pense qu'il y a aussi le truc de la vieillesse, tu vois, et la solitude. De la solitude aussi, tu vois, qui a un corollaire. Mais le fait que je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin dans mon environnement proche d'enfants. Et que quand il n'y a pas d'enfants, j'ai l'impression que je m'assèche. Tu vois, que j'ai besoin en fait du regard d'un enfant sur le monde, j'ai besoin de le voir grandir, j'ai besoin de discuter avec des enfants, et que si je discute pas avec des enfants, vraiment je deviens hyper rapidement un vieux con et je me terrifie moi-même, tu vois. Moi aussi j'aime la présence des enfants, pour le regard immédiat qu'ils ont sur le monde, pour cette pureté sans filtre. Et justement j'essaye de la cultiver avec les enfants des autres, ou même seule, juste en regardant les étoiles,
Ou en me rappelant qu'il y a des fonds marins avec des baleines dedans. Et des coquelicots sur le bord des routes. Mais je vais m'arrêter là, je crois. On pourrait très bien dire, bon bah, il y a une femme, une amie ou je sais pas quoi, tu vois, qui veut bien porter notre enfant, et après, que ça soit nous qui soit les parents, et puis pas cette femme-là. Ça pourrait exister, en fait, cette possibilité. Déjà, dans notre société, c'est compliqué, parce que comme ça n'existe pas, il y a très peu de femmes, à mon avis, qui sont capables d'aller vers ça, mais en parlant de ça, légalement, c'est interdit. Donc, t'es vraiment bloqué, tu vois. Il faudrait en fait permettre la possibilité d'existence de familles qui soient pas un papa, une maman, un enfant ou... J'ai fini par retourner boire des coups avec Lucie. Mais le lendemain, sans migraine, je sais pas par quel miracle, j'ai repensé à notre conversation. Et notamment à l'idée que nos mentalités sont sans doute conditionnées par les structures existantes. Que les blocages structurels empêchent même d'imaginer d'autres modèles que ceux qu'on connaît. Ça m'a rappelé la série documentaire d'Océan qui m'avait vraiment touchée. La 3e saison notamment, Faire famille. Océan est scénariste, acteur et réalisateur. Connu également pour son combat militant, il défend la cause LGBTQI+, à travers ses films et ses spectacles. C'est sa bio sur la 4e de couverture de son livre Dans la cage. Ça en dit un peu plus sur lui. Ça dit pas qu'il a accepté de me parler. Une vraie interview, en studio. Il est venu, j'étais intimidée, mais il a souri, et après ça allait. L'idée c'est de commencer par parler du documentaire. Ok. En gros, Faire famille commence avec le questionnement de son amie, /voisine, bien plus que ça, Sophie Marie. Elle a 37 ans passés, pas d'enfant, pas de mec. Et si un jour elle veut un enfant, elle fait quoi ? À un moment, je me suis dit, il faut que je lui dise que si elle veut faire un enfant, je serai là en fait. Donc, on a commencé à réfléchir ensemble à finalement à ce que c'était aussi que faire un enfant, faire une famille, et qu'est-ce que ça voulait dire la famille, quoi. Pour répondre à cette question, ils partent à la rencontre de plein de modèles différents. Queer beaucoup, mais pas que. Et à la fin, je spoil un peu, désolé, Océan laisse la notion de famille derrière lui. Disons que ce que je laisse, c'est plutôt la famille traditionnelle. En réalité, c'est vrai que pour les queers, spécifiquement, il y a beaucoup de potentielle violence, en fait, dans les familles nucléaires, dans les familles biologiques, parce qu'ils ne sont pas acceptés en tant que queer, qu'ils soient homo ou trans. Et donc, en fait, il y a cette espèce d'obligation à repenser la famille. De la même manière que sur l'enfant, quand t'es un couple de lesbiennes, t'es obligé de te poser des questions qui sont finalement des questions que tout le monde devrait se poser. C'est-à-dire, c'est quoi faire un enfant ? C'est quoi la parentalité ? C'est quoi, c'est quoi le lien ? Donc en fait, ce que je voulais un petit peu montrer aussi, c'est que finalement, les personnes queer ont une longueur d'avance en général sur ces questions-là, tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu le choix. Donc, la famille, pour moi, c'est une constellation de personnes qui sont reliées et qui sont vraiment engagées ensemble pour se soutenir, pour être là pour les autres, pour se faire confiance. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun lien en fait qui est immuable. Et quand on dit mon père, ça sera toujours mon père, donc il faut que je le voie. Si ton père, c'est un agresseur sexuel ou un connard facho, je suis désolée, mais non. En fait, ça sera ton père, mais ça veut dire quoi ? C'est pour ça que à la fin, c'est pas tellement que je laisse le mot famille, c'est que je le redéfinis en fait. Et cette redéfinition, c'est pas l'unique objet du documentaire. L'idée, c'est aussi de dire que cette famille-là, elle est pas moins bien que la classique tradie. Et notamment parce que... Le schéma traditionnel, finalement, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est juste les chiffres, est l'endroit de la violence. C'est-à-dire, les interventions de la police, c'est 45 par heure dans les familles parce qu'il y a de la violence sur les enfants et sur les femmes. C'est-à-dire, comment c'est possible qu'on ait été conditionné à idéaliser à ce point-là la famille biologique traditionnelle, alors que c'est statistiquement l'endroit où il y a le plus de violence. Sur les femmes et sur les enfants en tout cas. Enfin, je veux dire, cette intimité-là, telle qu'elle est construite, est un lieu de violence inouïe. Donc en fait, dire, on peut peut-être faire autrement, et quand bien même on a une famille super, je dis pas qu'évidemment toutes les... Hashtag not all families. Not all families. Bien sûr, il y en a des super, mais c'est pour dire qu'en fait, d'autres formes de famille peuvent être tout aussi, voire plus joyeuses, plus heureuses, plus épanouissantes que cette famille traditionnelle. Et évidemment, je lui ai posé la question de son désir d'enfant à lui. Aujourd'hui, il sait qu'il n'en veut pas. Mais il aurait pu. Une histoire de rencontre de l'autre, il dit. Après, ce que je voudrais ajouter peut-être, parce que peut-être ça, je sais pas si ça te servira, mais comme ça tu l'as, si tu veux le mettre, parce que je peux dire
de spécifique par rapport à mon parcours à moi et que je dis dans le film à un moment, c'est que ce qui est assez sûr, c'est que j'aurais pas aimé moi porter un enfant avant ma transition parce que c'était trop de féminin, trop de, tu vois, si j'avais transitionné plus tôt, peut-être que j'aurais porté un enfant en tant qu'homme trans parce que tout d'un coup, là, ça devenait quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que j'aurais porté un enfant, j'aurais été gestateur de ce bébé, j'aurais été père enceint. Et ça aurait été tout d'un coup quelque chose de complètement réinventé, en fait, de ce que c'est que porter un enfant et le lien au biologique. Et tout d'un coup, ça devient aussi quelque chose de très politique et pour moi c'est beau. Je trouve ça beau de voir un homme enceint en fait. Enfin, je trouve ça bien de vraiment différencier sexe et genre et donc biologique et genre et donc voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Ça et aussi ça. En fait, il y a mille et une façons de penser la parentalité et ce qui compte, c'est de pouvoir faire ce qui est juste pour soi et de pas s'enfermer dans des injonctions, des clichés, de tout ce qu'on nous a rabâché en fait toute notre vie. Tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a de l'envie et de la bienveillance et de la générosité, c'est tout ce qui compte dans la vie. C'est ces valeurs-là qui sont importantes. Et elles se transmettent de mille et une façons. Ce qui compte, c'est ça, c'est ce qui va être donné aux autres, en fait. En sortant de l'interview, j'étais pleine de toute cette vie de chemin que j'étais en train de prendre là, avec ces mille et une portes. Alors j'ai écrit à Marcel. J'ai juste demandé ce qu'il faisait. Je suis avec des amis dans le 11, pas de virgule. Tu me rejoins, point d'interrogation ? Ça peut être cool, 4 petits points. C'était l'anniversaire d'un ami d'enfance. Tu veux pas sortir fumer ? Si, enfin, je fume pas, mais je t'accompagne. On peut même y aller tout court. On est vite partis. On a marché. Longtemps. Bon là, c'est devant chez moi, du coup. Oui, je sais. Tu sais quoi, exceptionnellement, je pense que tu peux revenir. Parce que je suis pas sûr que t'as bien su apprécier la double exposition. Franchement, volontiers, je sens que je suis passée à côté de quelque chose. Mais je sens aussi, et ça serait dommage. Bah oui, j'adore tout ce qui est traversant. J'ai été un livre ouvert. Toute la soirée. Enfin, sauf pour le chapitre, je ne sais pas si je veux des enfants, mais j'ai prévu de congeler mes ovocytes au sécos d'Angers. Que j'ai censuré. J'avoue. Je suis restée la nuit entière. Et même un peu le matin. Je peux te piquer un t-shirt ou un truc ? Ah oui, bien sûr, prends ce que tu veux, c'est dans le tiroir là. Oh, tu veux dire même ce superbe t-shirt électricité de France ? Même ce t-shirt, vraiment, fais-toi plaisir. Je crois que tu peux trouver si tu cherches bien celui du Puy du Fou. Ok. Je t'invite à chercher. J'aurais voulu que ça dure toute la vie. Je suis partie de là, je me sentais bien. Mieux que bien, en fait. Je me sentais légère et toute perméable au monde. J'avais oublié ce que c'était, cette sensation. Je gloussais malgré moi. J'ai beaucoup souri à la gardienne. Je pouvais pas m'empêcher de marcher en rythme sur la musique dans mes oreilles. Enfin, de danser même, pourquoi mentir. Bonjour. Bonjour. Même pas eu honte de mes moves un peu hip-hop en croisant cette fille devant le Porsche qui avait l'air toute fraîche. Vous avez besoin d'aide avec la valise ou ? Non, ça va, merci, c'est bon. Elles sont trop belles tes bottes, j'adore. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Au revoir. Pas de commentaires sur mon look à moi, qui était pas ouf, faut dire. Mais pas grave. Je repartais surfer les vagues de la vie. C'était le 4e épisode de Marie et les œufs en neige, une série Paradiso Média. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des étoiles. Et là, je pense qu'on est au niveau bouquetin, ou c'est un... Non, c'est cabri, ou chamois. Et écrivez-nous aussi, on sera toujours contents. Cette série a été écrite par Marie Cahu, co-réalisée avec Théo Albaric et produite par Suzanne Collin.